Allez. 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 Allez, Sana, ça suffit, va te coucher. Non, on y est presque. Peut-être que si je rafraîchis la page... En attendant, voici les mentions honorables. Les sympas mais sans plus. The Page Master, un jeu de plateforme sympa mais sans plus que j'ai déjà présenté en vidéo d'ailleurs. Donkey Kong Country. Malheureusement, je n'ai jamais été un gros fan des jeux Donkey Kong, jusqu'à récemment avec Bonanza que j'ai adoré de bout en bout. Ranma 1/2 Hard Battle. J'ai beau adorer le manga, les combats de ce jeu manquent cruellement de dynamisme à mon goût. Super Mario World. Malgré l'arrivée de Yoshi, c'est à partir de lui que je trouve que les Mario 2D commencent à manquer de réelles nouveautés. Magic Sword. Bonne découverte pour le coup, l'idée est bonne et le gameplay est cool, mais ça devient très vite long et répétitif. Tintin au Tibet. Bien qu'étant un défenseur d'infogrammes, je ne peux pas nier que ce jeu est exagérément difficile, avec trop d'éléments de jeu mal pensés. Je les connais pas assez. Actraiser. L'idée d'incarner un dieu et d'altérer entre phases de gestion et d'action est intéressante, mais j'ai hélas du mal avec la partie gestion. Demon's Crest. Il est sympa, mais je n'ai jamais encore pris le temps de vraiment le faire sérieusement. Lost Vikings 2. Même chose que pour Demon's Crest, je ne me suis jamais mis sérieusement dessus. Pop and Twinbee. Pour le coup, je l'ai découvert trop récemment pour avoir un vrai avis dessus. Cas particulier. Live Alive, un RPG très accessible avec plein de bonnes idées que j'ai adorées, mais dont je n'ai joué qu'au remake, jamais à sa version d'origine. Star Fox 2, un jeu vraiment très cool, mais officiellement ce n'est pas vraiment un jeu sur Super Nintendo. Plus de détails dans la vidéo dédiée à ce jeu. Super Mario All Stars. Vu que ce n'est pas un jeu, mais une compilation de remakes des 4 jeux Mario principaux de la NES, je peux pas trop l'inclure dans ce top. Pied du classement. Breath of Fire, un RPG assez cool et dont j'adore la mécanique du héros pouvant se transformer en dragon. Dragon Ball Z Super Butoden, c'est l'opus auquel j'ai le plus joué des 3, mais je trouve le gameplay très rigide aujourd'hui. Et enfin, tir croisé sur Mighty Morphin Power Rangers, Super Castlevania 4, Turtles in Time et Mega Man X. Ces 4 jeux auraient tous pu figurer dans le classement, mais ils n'y sont pas car malheureusement c'est un top 10 et non un top 15. J'ai donc dû me limiter à 10 jeux, mais vu le nombre de jeux sur cette console que j'ai aimé, c'est pas rien d'avoir été si proche d'être dedans, et il mérite d'être mentionné. Ça y est, on est enfin à 200 abonnés! Voilà, on y est enfin. Comme promis les gens, voici mes 10 jeux préférés de la Super Nintendo. Une fois de plus, ce n'est basé que sur mes goûts, et si l'un de vos jeux préférés n'y figure pas, soit je ne le connais pas, n'y ai jamais joué, ou ne l'aime pas assez pour l'inclure dans ce top. Bien entendu, ne vous attendez pas à me voir ressortir les versions Super Nintendo de jeux déjà présents dans mon top Mega Drive. Et une fois de plus, je vous invite à me faire part de vos jeux préférés dans les commentaires. Sur ce, c'est parti! Numéro 10, Sailor Moon. On commence doucement avec cette adaptation du manga de Naoko Takeuchi. Il s'agit d'un beat'em all dans l'univers des guerrières en uniforme s'inspirant de la première saison de l'anime, et seul jeu de la licence à être arrivé chez nous en France. On peut y incarner au choix Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter ou Vénus, seul ou à deux, pour traverser 5 niveaux tels que les quartiers commerçants, le parc d'attractions ou le magnifique Silver Millennium, pour y distribuer des mandales et des coups de latte aux forces du Dark Kingdom jusqu'à la perfide Reine Beryl elle-même. Il ne s'agit certes pas d'un beat'em all unique en son genre, mais il est simple à prendre en main et agréable à jouer avec une difficulté raisonnable la plupart du temps. Et on peut le relancer encore et encore pour des parties rapides aux côtés de sa Sailor favorite. En revanche, là où le jeu perd des points, c'est au niveau des boss.
qui sont certes cool et variés, mais qui hélas possèdent une hitbox complètement à la ramasse, qui fait que aléatoirement nos coups peuvent rater sans raison même quand on le touche, contrairement à eux qui peuvent nous atteindre même sans nous toucher et donc nous faire perdre bêtement, ce qui peut frustrer. Mais ça reste un jeu simple et efficace, sur lequel j'ai passé de bons moments entre 2 épisodes de l'animé, et malgré ses défauts, c'est probablement le beat'em all de la console sur lequel j'ai le plus envie de revenir quand j'ai 20 minutes à tuer. Numéro 9, Tiny Toon Adventures Buster Bust Loose. Développé par Konami et adaptant la série animée des Tiny Toons, racontant les aventures loufoques des élèves de l'Académie Acme L'University, on y incarne Buster Bunny devant traverser une succession d'environnements tous plus différents les uns que les autres, tels que les couloirs de l'école, un village du Far West, un château hanté, et même un match de rugby jusqu'à une station spatiale. Le tout dans un jeu de plateforme dynamique et plaisant, mais qui nécessite tout de même de la pratique pour bien en maîtriser les mécaniques. On y retrouve tout ce qui fait l'univers déjanté des Tiny Toons, ainsi que ces personnages qu'on aura l'occasion de rencontrer, d'affronter et parfois même d'incarner au cours de mini-jeux entre les différents niveaux. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, je le trouve toujours aussi amusant même avec le recul, et si ce n'est l'absence de traduction qui m'avait gêné enfant, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Du moins, c'est ce que j'aurais voulu dire, car ce jeu est rempli de pièges sadiques impossibles à éviter sans tomber dedans au moins une fois, ce qui a tendance à souvent nous faire perdre bêtement et nous faire recommencer de longs segments de niveau, rendant ce jeu très frustrant, mais je prends toujours autant de plaisir à y retourner encore et encore, vivre ce joyeux chaos chez les Toons. Numéro 8, Super Street Fighter 2 New Challenger. On s'attaque à la référence du jeu de combat en 2D avec l'une des nombreuses versions de Street Fighter 2, et j'ai opté pour celle avec laquelle j'ai grandi. On peut y incarner des combattants hauts en couleur qui s'affrontent dans le monde entier pour des combats nerveux et impressionnants, où le moindre faux pas peut entraîner la défaite. Que ce soit Ryu, Zangief ou Chun-Li, j'éprouvais toujours une véritable adrénaline lors des affrontements dans des décors plus beaux les uns que les autres. Même alors qu'enfant, j'étais nul. Sans savoir comment utiliser les coups spéciaux, que mon frère n'a jamais voulu m'apprendre pour pouvoir les utiliser sans scrupule contre moi. Mais à force de pratiquer et expérimenter, j'ai fini par de mieux en mieux le maîtriser et l'apprécier. Et aujourd'hui encore, je ne me lasse pas d'y disputer des matchs serrés où tout peut basculer en un instant, et c'est toujours un kiff de ressentir l'impact des coups, d'étourdir l'adversaire après avoir parfaitement enchaîné plusieurs attaques, et d'entendre la musique devenir de plus en plus rapide au fur et à mesure que l'issue du combat approche. Numéro 7, Kirby Superstar. On a un cas assez particulier pour cette 7ème place. Aussi appelé Kirby's Fun Park, il s'agit d'un jeu constitué de plusieurs petits jeux possédant une identité propre. On y suit notre petit glouton rose préféré traversant une série d'aventures courtes et variées, allant d'un mini remake du premier épisode à des nouveaux défis, comme une course contre le roi d'Adidou, une chasse au trésor souterraine ou le retour du mystérieux Meta Knight. Chaque jeu est suffisamment différent pour éviter toute lassitude. Kirby est toujours agréable à incarner et peut désormais copier les pouvoirs des ennemis qu'il avale, et même transformer les pouvoirs en alliés qui viennent l'épauler au combat. Un jeu très facile mais généreux dans son contenu, qui se savoure sans modération, et qui a même eu droit à une version encore plus copieuse sur DS. Numéro 6, Ganbare Goemon 2 Kiteretsu Shogun Maginesu... Oui bon, Goemon 2. Second opus de la série Goemon sur la Super Nintendo, et bien entendu jamais sorti hors du Japon, avec toujours un scénario parfaitement absurde et décalé, où Goemon et Ebizumaru, désormais accompagnés de Sazuk le ninja robot, partent à travers le Japon pour secourir le seigneur et la princesse Yuki, à nouveau prisonniers. Si l'opus précédent était d'une difficulté absurde dès les premières secondes, ici on a un jeu plus juste et accessible qui nous laisse le temps d'apprendre petit à petit les mécaniques, et la difficulté arrive de manière progressive. Ce qui rend cette version parodique du Japon féodal agréable à parcourir, et nous laisse le temps d'apprécier les visuels qui tapent fort dans la rétine, et ces musiques vraiment prenantes, et les 3 personnages sont tous agréables à incarner avec chacun leur capacité propre, avec par exemple Goemon ayant une portée plus longue, ou Sazuk une portée plus large. C'est également l'opus qui introduit la toute première apparition du robot géant Impact, pour des phases de combat de géants en vue de cockpit, qui en plus de rythmer le jeu, donne une vraie sensation de puissance. En revanche, et c'est ce qui lui fait perdre quelques places dans ce classement, n'étant sorti qu'au Japon, eh bien on est vite largué si on ne peut pas lire le japonais. Ce qui rend ce jeu accessible surtout via l'émulation et les traductions amatrices. Et ça, c'est vraiment dommage.
Numéro 5, Final Fantasy VI. Non, je ne me suis pas trompé de jaquette. Comme Final Fantasy VI est le troisième opus à être sorti hors du Japon, il a été renommé Final Fantasy III en Amérique. Heureusement que le portage GBA a rectifié le tir. Dans un monde en pleine guerre magique, on y suit l'histoire de Terra Brandford, une jeune fille amnésique pouvant utiliser naturellement la magie dans un voyage pour découvrir ses origines et stopper la guerre. Tout au long du jeu, on y découvre de nouveaux compagnons, ayant tous leur propre histoire, tels que le voleur Locke, le jeune roi machiniste Edgar, ou son frère jumeau disparu Sabine, chacun ayant leur propre quête et personnalité, si bien que chacun d'eux pourrait être le personnage principal indépendamment de Terra, rendant ce groupe attachant et donnant envie de les voir aller de l'avant pour surmonter leurs tragédies respectives. De plus, sans trop en dire pour ne pas spoiler, l'histoire subit un retournement de situation vertigineux en plein milieu et renouvelle totalement le jeu dans son ambiance, ses enjeux et l'évolution des personnages. À mes yeux, c'est clairement un des meilleurs opus de la série Final Fantasy et mon préféré de cette ère, même s'il n'est pas mon préféré de la saga entière. Bon, en même temps, vous me direz, je les ai pas tous faits. Numéro 4, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Désolé à Mario, mais c'est son compagnon dinosaure qui l'emporte dans ce top. Yoshi Island est la toute première aventure de Yoshi et ses semblables, devant se relayer pour escorter Mario encore tout bébé jusqu'au château de Bowser pour y sauver Luigi enlevé par Kamek. Ce qui marquera le début d'une longue amitié entre les plombiers et les dinosaures. C'était comme un conte de fées interactif pour moi à l'époque, déjà par l'ambiance enfantine et l'esthétique semblable à un livre pour enfants qui font tout le charme de cet univers, et incarner les Yoshi qui font tout leur possible pour protéger un Mario que nous avons connu fort et courageux, encore tout jeune et fragile, crée un véritable attachement pour ces petits dinosaures prêts à franchir tous les obstacles et affronter tous les dangers pour réunir les deux frères pour qu'ils soient enfin apportés à leurs parents. De plus, le jeu n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Sans être injuste, il pousse souvent le joueur à bien maîtriser le gameplay pour lui accorder le droit d'aller plus loin. En soi, un jeu tout mignon et plein de bonnes ondes comme une berceuse, sur lequel on passe de bons moments et dont on ne se lasse pas. Numéro 3, Aladdin. Je sais, je n'ai pas mis la version Mega Drive dans mon précédent top, et les fans sont sûrement déjà en train de m'incendier en commentaire. Mais j'ai une large préférence pour la version Super Nintendo, déjà parce que c'est celle avec laquelle j'ai grandi, mais aussi je le trouve objectivement plus abouti que la version Mega Drive qui manque de finition à mon goût. Mais ce n'est pas le sujet. On y suit bien entendu Aladdin à travers les différents événements du film, dans un jeu de plateforme fluide et simple à prendre en main, passant par les rues et toits d'Agraba, la caverne aux merveilles, jusqu'à la confrontation avec Jafar, et même un passage inédit dans une pyramide. Manette en main, on ressent parfaitement l'agilité de Aladdin, bondissant et rebondissant sans cesse tel un Yamakasi. Et même si le jeu peut parfois être exigeant, il n'est jamais frustrant et parsemé de petites animations donnant plus de vie à cet univers. Je respecte la version Mega Drive, mais pour moi, c'est cette version qui me fait le plus revivre la magie de mon long métrage préféré de Disney. Numéro 2, The Legend of Zelda A Link to the Past. Et non, je sais que vous vous attendiez presque tous à le voir en tête, mais c'est en seconde position que se trouve le troisième opus de Legend of Zelda, le jeu avec lequel j'ai découvert la saga et que j'ai déjà traité en vidéo. On nous plonge une fois de plus aux côtés de Link pour parcourir Hyrule afin de la sauver de Ganon, traverser les plaines, gravir les montagnes, franchir de multiples donjons, le tout en explorant Hyrule dans ses moindres recoins pour en découvrir le moindre secret. Et comme si ce n'était pas déjà assez, le jeu se permet même de nous offrir un second monde à explorer, le monde des ténèbres. Ce jeu reprend et améliore la formule du tout premier Zelda tout en y intégrant une narration plus présente, donnant un côté plus mythologique, et donc plus prenant. Même si ce n'est pas le Zelda ayant l'histoire la plus complexe, on a envie d'aller au bout de l'aventure afin d'en découvrir le fin mot. Mais alors pourquoi n'est-il pas en première place? Déjà parce que le gameplay manque encore de confort, avec par exemple la possibilité de n'assigner qu'un seul objet, et donc nous pousse à revenir régulièrement dans l'inventaire pour changer. Et son antagoniste qui fait clairement pas le figure, surtout si on compare à d'autres plus marquants dans les futurs jeux comme Vaati ou Ghirahim. Mais surtout, parce qu'en première place se trouve... Numéro 1, Chrono Trigger. Que dire de ce jeu si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre? Il s'agit d'un RPG où l'on suit l'aventure de Chrono, un garçon voyageant dans le temps pour empêcher la destruction du monde par une créature du nom de Lavos. On y découvre un monde non seulement immense, mais en plus on le redécouvre sous une forme différente à chaque nouvelle époque visitée, que ce soit la préhistoire, le Moyen-Âge, ou justement le futur suite à l'arrivée de Lavos, rencontrant des personnages attachants ayant tous leur propre histoire tels que Frog, le chevalier changé en grenouille, ou Robo, le robot du futur,
tous ayant leur propre façon de réagir aux événements en fonction de leur place dans l'équipe, les rendant tous incroyablement vivants et attachants. Même l'histoire qui semble simple à première vue possède bien plus de révélations et de sous-intrigues qui forment un tout captivant et qui maintient en haleine jusqu'au bout de l'aventure, qui se permet même de posséder de multiples fins et même un New Game Plus qui permet de la revivre en conservant tout ce qu'on a obtenu de notre première partie. Et qui plus est, le jeu possède un gameplay à la fois fluide et accessible. On est sur du tour par tour classique, mais simple à prendre en main avec des combats prenant place directement sur la carte et donc n'impose aucune interruption dans le rythme. Et au fur et à mesure que nos héros combattent ensemble, ils finissent même par débloquer des attaques combinées dévastatrices, rendant leur synergie plus crédible. Je pourrais vous parler des heures de ce jeu, de ses musiques, de ses personnages, mais ce serait vous le gâcher. Car Chrono Trigger mérite vraiment d'être découvert encore aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons, et d'autres que je n'ai bien sûr pas le temps de présenter, que Chrono Trigger est mon jeu préféré de la Super Nintendo. Voilà les gens, j'espère vous avoir fait découvrir des jeux sympas ou donner envie d'en essayer certains dans ce top. Merci à vous tous, que vous soyez abonnés ou non, ça fait toujours plaisir de savoir que vous passez de bons moments devant mes vidéos. Je vous dis à la prochaine, et pour les 300 abonnés, on s'attaquera soit à la Game Boy, soit à la PlayStation. Salut!